Bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ces interviews autour de la santé intégrative et de ces acteurs, actrices inspirants. Ce soir, j'ai la chance de recevoir Yana Anthony. Yana Anthony qui est neurocoach en Suisse. Bonsoir Yana, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir Daniel. Je vais très bien. Merci beaucoup et bonne année à toi et à tout le monde. Oui, merci beaucoup. Alors, Yana, je vais commencer par une question tout à fait simple et ordinaire. Qui es-tu? Quel est en quelques mots ton parcours de vie, ton parcours professionnel et surtout le neurocoaching, à quoi est-ce que ça renvoie? Alors, je m'appelle Yana Anthony, comme tu as dit. Je suis un neurocoach et une enseignante, une ancienne enseignante qui retourne un tout petit peu encore dans l'enseignement. Comment je suis tombée pour le neurocoaching? C'était facile. Je suis passée par une situation, un moment dans la vie assez signifiant, assez difficile. Je suis passée par un burn-out professionnel et personnel et j'ai pas trouvé l'accompagnement qui m'aidait. Mhm, Donc, là où j'ai été, c'était vraiment un moment très difficile où même ma santé physique s'est aggravée. Je me suis retrouvée aussi dans l'isolation sociale. Donc, c'était sur tous les plans que ça tombait à l'eau. Difficultés économiques et du coup, j'ai pas trouvé l'aide qui pouvait m'aider sans me donner des médicaments parce que dans mon passé, j'ai une maladie assez grave et je dis, j'ai fini avec les médicaments, je veux plus de chimie dans mon corps. Et du coup, il y a personne qui pouvait m'aider. Et grâce à les autres moments ou aux coïncidences, mais on sait très bien que coïncidence n'existe pas. mhm, Par le petit chemin, petit voie, je suis tombée à mon mentor qui est un neuropsychologue, qui est le fondateur de la méthode qui s'appelle neuroencoding aux États-Unis. mhm. Et mon deuxième mentor qui est aussi un neuropsychologue plus le radiologue, qui fait même le scan du cerveau. Et sur leur méthode, en fait, tout autour du cerveau, comment le cerveau fonctionne, juste le fait que le cerveau se développe, juste le fait que dans mon passé, j'ai eu un accident de voiture qui a bien sûr a un impact assez énorme sur mon cerveau et désormais le fonctionnement. Et du coup, grâce à ça, j'ai euh, vu que j'ai été mal diagnostiquée en tant que dépressive et pourtant j'avais le problème avec le cortex préfrontal à cause de cet accident de voiture. Et ça me fascine cette milieu, cette neuroscience tout autour du cerveau. C'est quelque chose pour moi très fascinant, euh, très passionnant. Et c'est vraiment, j'ai retrouvé la motivation, j'ai retrouvé cette agitation, tu vois, avec laquelle tu trouves une branche ou quelque chose qui te passionne à tel point que Que tu tu t'y commences à engages à penser à fond. tout le monde autour de toi. Et grâce à ces deux messieurs aux États-Unis, j'ai commencé à appliquer ce qu'ils m'ont enseigné, qu'ils m'ont coaché, en fait, les deux. Et j'ai commencé à avoir les résultats assez rapidement et surtout les résultats durables, ce qui est signifiant que j'ai pas expérimenté auparavant, si tu veux, avec les psychologues, avec les psychiatres, avec les autres accompagnements. Aujourd'hui, il y en a plein, hein. Il y en a des Reiki, il y en a des énergéticiens, des magnéticiens, etc. Ils ont tous super, ils ont tous bien, ils ont tous leur place. Et pour moi, la différence faisait vraiment quand j'ai commencé à travailler ou faire le changement avec mon cerveau parce qu'on connaît, je ne savais pas avant, hein, mais on sait qu'aujourd'hui, quelque chose de neuroplasticité, donc la capacité du cerveau de changer, en fait, de recréer les cellules, de recréer les synapses, donc
la connexion entre les neurones. Mhm. Donc, tout est possible et surtout quand on fait ce récablage, ce sont vraiment les changements qui sont durables. Et c'est comme, pour moi, c'était comme un comme nouveau-né, comme renouvellement, comme une personne que probablement j'ai toujours été, mais j'ai été inconsciente d'être, si tu veux. Je Euh, comprends, ouais. Hmm. c'est pas trop, j'espère que c'est compréhensible. Ouais, tout à Et, fait. Et il y a effectivement cette notion de renaissance que tu expliques. Et très concrètement, pour nos spectateurs, est-ce que tu pourrais dire quelles étaient les problématiques que tu avais? Et surtout, comment s'est manifestée l'amélioration, voire la guérison complète de ces problématiques par justement cette plasticité cérébrale? alors, comme je dis, j'ai dû faire les étapes, les exercices. J'ai changé aussi ma nourriture parce que c'est pas seulement les exercices mentaux, c'est le Hmm, changement sur le plan bien humain, sûr. donc le changement au niveau psychologique, au niveau spirituel, au niveau biologique, ou par exemple la nourriture, le comportement physique aussi, l'exercice, etc. Mais aussi la méditation. J'ai commencé à faire énormément de méditation. J'ai commencé à prendre les suppléments alimentaires qui ont amélioré le cerveau chez moi, particulièrement ce cortex préfrontal qui a été endommagé à cause de cet accident de voiture, ou le problème de concentration, le problème de mémoire, le problème de gestion des émotions. Donc, tout ça, l'anxiété et quand tout le monde me disait dépression, je ne pouvais pas gérer parce que mon cortex préfrontal était endommagé. Et dès que j'ai pris les pas concret pour améliorer ces parties du cerveau, parce que j'ai identifié grâce à ça ce que j'ai appris et ce que j'enseigne aussi maintenant, où est le problème, ben, j'ai commencé à voir les résultats, j'allais mieux, je pouvais mieux concentrer et surtout, j'ai plus les cas d'anxiété. Oui, j'ai peur, ça va pas disparaître, mais maintenant, je peux m'en sortir en secondes. Je ne peux pas rester pendant des jours, des semaines, des mois, et vraiment tomber dans la dépression en bas. Hmm. Et je peux faire quelque chose parce que j'ai tous les outils et je sais maintenant travailler mieux avec moi. C'est beaucoup, bien sûr, beaucoup au niveau mental, mais il y a tout d'autres choses à côté que tu peux Mhm, mettre bien sûr. pour améliorer le fonctionnement. Oui, de toute façon, sur cette chaîne, on insiste beaucoup sur cette notion de santé holistique. Alors, le terme d'holistique, il me plaît pas trop. On en avait déjà parlé ensemble. Tu sais que moi, je trouve que c'est un terme qui a été complètement vidé de son sens parce que finalement, on y a mis tout et son contraire au point que les gens s'y perdent. Mais effectivement, et tu l'as dit, ça me semble fondamental, la problématique cérébrale, ne se résume pas qu'à la problématique, organique cérébrale pure. Bien sûr qu'il faut s'occuper aussi de son activité physique, générer du mouvement pour générer la circulation du sang, de la lymphe. Il faut Oui, être évidemment attentif à son alimentation pour nourrir correctement les cellules, être capable aussi de générer des mouvements d'excrétion des toxines par les cellules, donc être capable de faire de la détox. Donc c'est un ensemble de choses et tu l'as très très bien dit. Je reviens simplement sur un élément d'une phrase qui m'a interpellé. Tu as dit, tout le monde m'avait classé comme ayant un état dépressif. Quand tu dis tout le monde, tu penses à qui? Tu penses à la médecine allopathique? oui, je pense à la médecine. Bon, vraiment, les médecins l'ont voulu me mettre sous antidépressif, ce que j'ai Oui, refusé régulièrement. Mais aussi mon entourage proche, d'accord. donc les laïcs, on pourrait dire. Et tu vois, ça te culpabilise, ça te stigmatise Bien sûr. et quand tu te sens toute seule quand tu essaies de dire à tout le monde autour de toi, non, je suis pas dépressive, il y a quelque chose. Et c'est ça, en fait, j'ai ressenti qu'il y a quelque chose avec mon cerveau qui n'est pas juste. Mhm. Je suis allée même si loin que j'ai délibérément, et moi, ma lumière est tombée, délibérément me suis tapée à la tête dans la douche au carrelage, tu vois. Donc
Hmm. Vraiment pour juste stopper ce cerveau, mon cerveau, il a tourné, il avait le speed Mhm. d'un sport car, si tu veux, une voiture de sport, je pouvais plus arrêter. Et je savais qu'il y a un problème dans mon cerveau, mais il y avait personne qui pouvait m'aider. Tout le monde me disait, ah, t'es dépressive, t'es anxieuse, il faut prendre des Hmm. antidépresseurs pour que tu ailles mieux. Et je dis non, je ne veux pas. Il y a quelque chose de mal avec le cerveau. Et personne pouvait me dire quoi que ce soit, personne ne le regardait. Et ça, je trouve, ça, c'est quelque chose de fondamental dans notre société Hmm. qui n'est pas connu, qui n'est pas perçu et qui n'est pas questionné. C'est Et vrai. qui m'a fait justement mon mentor questionner parce que les psychiatres, ce sont les médecins et les seuls médecins qui traitent un organe, donc du coup le cerveau, sans le regarder. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de pertinent. Quand tu te casses un bras ou une jambe, tu vas chez le médecin, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il fait un radio pour voir où Bien c'est sûr. cassé, pour mettre au mieux la guérison ou voilà, ce qu'il faut faire, le soin. Mais quand, au guillemets, ton cerveau est cassé parce qu'il ne fonctionne pas très bien, tu vas chez le psychiatre, tu dis, ah oui, on va essayer ces médicaments et on verra la semaine prochaine, on Hmm. verra dans 3 semaines. Et si ça ne va pas marcher, on va essayer autre chose. Oui, alors simplement juste pour nuancer un petit peu ton propos, parce que tu sais, moi je suis issu aussi du monde médical classique et l'idée c'est pas de faire s'opposer deux mondes. Je pense que ces deux mondes peuvent cohabiter et Oui, profiter et se potentialiser des compétences et des capacités réciproques qui peuvent s'amener. Euh, Aujourd'hui, de plus en plus, moi je le vois en pratique hospitalière, des personnes qui ont des états dépressifs, réfractaires, des troubles du comportement lourds, on va passer quand même systématiquement par une imagerie médicale, hein, notamment une IRM cérébrale, pour exclure l'éventualité d'un accident vasculaire cérébral, pour exclure la présence d'une tumeur intracérébrale, etc. Donc, là, ce que tu évoques, je ne sais pas si c'était il y a longtemps, mais je sais qu'en pratique clinique actuelle, c'est quelque chose qui se fait de façon quasi routinière. Mais c'est vrai que pendant très très longtemps, on a eu des gens qui étaient relevant, je dirais, de la pathologie en santé mentale et qui n'avaient rien à faire dans des établissements de soins en lien parce qu'il y avait des problématiques liées au cerveau lui-même. Tu as parlé de lésions et c'était souvent le cas avec des manifestations symptomatiques de type dépressif, anxieux, maniaco-dépressif ou schizophrène, mais pas du tout une étiologie en lien avec, par exemple, des troubles chimiques qui ne pouvaient pas se voir. Il y avait, voilà. Donc, c'était juste pour apporter une petite nuance à ça, mais je merci. comprends tout à fait le point de vue et l'explication. Et moi, j'avais une autre question par rapport, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais. Tu as dit, euh, j'avais j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas dans le cerveau, que il tournait beaucoup trop vite. Est-ce que c'était quelque chose, euh, donc décris quelque chose de finalement intuitif, en tout cas je le comprends comme ça, c'était quelque chose d'intuitif, parce que tu étais, avant cet accident, déjà quelqu'un qui était peut-être davantage dans son corps que dans son esprit, dans le sens où tu étais déjà beaucoup dans le ressenti, dans l'écoute de toi, ou alors est-ce que c'est quelque chose finalement qui relève de l'intuition salutaire? Comment tu le vois maintenant avec du recul? Ça, c'est une excellente question. Je vais réfléchir en même temps. Euh, je pense que je pourrais le percevoir comme une intuition. Mhm. J'ai, il y avait, je pense que mon état, avec les moments, les situations dans ma vie qui se sont passées, mon état s'aggravait pratiquement tous les jours ou toutes les semaines, du coup. Et je me suis dit, c'est pas possible, ça dure trop longtemps et il va y avoir quelque chose ailleurs que je veux pas les antidépressifs, Antidépresseur, oui, oui, c'est juste. antidépresseurs, il va avoir un autre moyen parce que je sais que les antidépresseurs, il peut te mettre en fait comme un
mort-vivant, si tu veux. Il peut Mhm. vraiment te mettre en bas, suppresser Bien toutes sûr. les émotions, mais il règle pas en fait le problème en soi. Mhm. Et donc, ça peut changer aussi la personnalité. Et j'ai été consciente que j'ai été différent avant, oui. Euh, et je me suis dit, ça aggrave tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça doit être quelque chose derrière ça qui fait ce fait et que simplement traiter un symptôme, comme tu as dit, par un antidépresseur, c'est pas une solution. Et j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passe pour que je puisse prendre le bon chemin pour l'améliorer. Revenir à la cause, toujours. Mhm. Exactement. Et Et c'est ça, alors, t'en as parlé et je suis très contente et très heureuse de l'entendre ce qui se passe avec les cas qui se font stationner à l'hôpital avec les antidépresseurs. Et je dis, il y a toujours encore beaucoup de cas des gens qui sont dépressifs, ou dépressifs, qui sont diagnostiqués comme dépressifs, qui vont chez un psychiatre une fois par semaine, une fois par 2 semaines, et qui sont mis sous les médicaments sans avant essayer autre chose, tu vois. bien sûr, c'est vrai. Oui, oui. Et comment tu expliques le fait que tu aies eu à affronter aussi les doutes, les suspicions de ton entourage, de ta famille, par rapport à ce que tu leur disais, par rapport à ce qui était de l'ordre du vécu personnel, du ressenti? Comment tu l'expliques et surtout comment tu l'as vécu? Alors, j'avais de la chance de ma malchance. La famille que j'ai héritée, du coup, elle s'est dissipée assez rapidement. Donc, quand j'ai dit, je me suis retrouvée dans l'isolement total. Et en plus, c'était début du Covid. Donc, Hmm. ça a encore accentué cet isolement. Donc, j'avais pas vraiment même la possibilité d'échanger avec des proches locaux au niveau local, si tu veux, personnel, vraiment rencontrer des gens en personne. Et en plus, mon entourage déjà avant, il m'était clair que mes états d'anxiété étaient plutôt dérangeants pour eux. Et donc, je voulais plus en fait d'échanger qu'est-ce qui se passe vraiment en profondeur de moi. Et ma propre famille, j'ai commencé en fait, peut-être c'est vraiment l'intuition ou quand j'ai commencé à travailler sur cette problématique chez moi, j'ai été vigilante par rapport à des gens avec qui je partage ça. Parce que je sais que j'étais pas en capacité de me défendre devant des gens que je savais déjà avant qu'ils vont pas comprendre, qu'ils vont me pousser encore une fois dans cette histoire de dépression. Donc là, ça, j'ai évité, si tu Mhm. veux. Et heureusement, j'ai trouvé justement, quand j'ai dit à mes deux mentors et les gens autour d'eux avec qui je pouvais échanger, qui ont vécu la même chose. Et ça m'a beaucoup aidé. Et donc, j'ai choisi avec littéralement ces gens avec les expériences similaires qui Mhm. me comprenaient, avec qui je partageais ça. Mhm. Avec des autres que j'ai eu cette histoire euh, de ma vie, quand je dis de ma vie passée, je partageais pas. Oui, Et je ça, comprends. c'était assez conscient de ma part. Ouais. C'est vrai que comme tu le dis, même encore aujourd'hui, le regard qui est porté sur sur la santé mentale, il est encore lourd de préjugés, il est encore lourd de clichés. Et c'est vrai que, quelle que soit la pathologie, on a quand même tendance à classer très rapidement les gens dans une catégorie assez vaste, c'est les fous. Voilà. Et c'est vrai que
Aujourd'hui, c'est compliqué, c'est stigmatisant et c'est presque excluant socialement lorsqu'on dit qu'on va chez un psychiatre. Aller chez un psychologue, bon, ça paraît beaucoup plus acceptable socialement, mais c'est vrai que le psychiatre, tout de suite, il y a une connotation médicale et donc pathologique, donc une certaine forme de chronicité. Et c'est vrai que tout de suite, on est mal perçu, mal vu, jugé, stigmatisé, mis dans une case. Donc, je comprends tout à fait ce discours-là. Alors, Et maintenant qu'on surtout, a posé, pardon, je oui, t'ai interrompu, surtout Yana. ce qui est encore plus grave que ça, et c'est l'isolement social, tu vois, ce que j'ai Hmm, perçu aussi en tant qu'observatrice, que les gens, d'un coup, quand quelqu'un va chez un psychiatre, les gens, ils mettent une distance tout de suite hmm, avec cette personne, il est c'est plutôt vrai. à moi. Et donc, ça le met vraiment dans une boule antisociale où, je dis, notre cerveau, c'est un organe social, on a besoin cet échange avec des gens, de parler avec des gens, etc. Et quand il y a cet isolement, c'est encore pire. Donc, c'est pour ça aussi que les gens, ils partagent pas cette information. Bien C'est, sûr. je peux comprendre, bien sûr. Hmm. Alors, maintenant qu'on a posé un petit peu, je dirais, le cadre global de ton histoire de vie qui t'a amené à ce cheminement et puis à la découverte de cette technique d'implémentation qui joue sur la capacité de plasticité du cerveau dont tu as parlé. Alors, dis-nous en plus en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quelles sont les personnes qui pourraient être concernées par ces techniques et puis en quoi elles sont novatrices, parce que je sais que je me suis renseigné un petit peu, c'est quand même un ensemble de choses qui sont en lien direct avec les découvertes les plus récentes autour des neurosciences. Oui, justement, c'est quelque chose que je perçois n'est pas beaucoup consciente, n'est pas beaucoup connu dans le monde. Il y a plus en plus l'ouverture vers cette approche holistique, cette approche innovative qu'on j'ai déjà parlé, comme le Reiki, comme l'énergéticien, comme la nutrition, etc. Moi, je suis cartésienne. Non, je parle pas des arcs-en-ciel et des cristaux et des unicornes. Je parle de la science et ça me vraiment fascine parce qu'il y a beaucoup des études qui sont derrière. Quand j'ai dit déjà avant, la capacité de notre cerveau de récréer les cellules, mais aussi le faire mourir. Ça aussi, tu vois, ce que je donne souvent comme exemple, on vit dans la société où on dit, ah ouais, avec l'âge de 60 ans, c'est normal de commencer à oublier des objets, c'est normal de ne plus se rappeler les noms où on a placé nos lunettes. Et en fait, quand on utilise notre cerveau de manière optimale, quand il faut, non, c'est pas normal. Hmm, C'est pas du tout normal. Et donc, qu'est-ce qui façonne notre cerveau? C'est l'expérience. Et même à un âge avancé, nos expériences modifient la structure physique du cerveau. On sait, par exemple, maintenant, quand je dis mon mentor, il fait des scans du cerveau, il a fait désormais déjà autour de 200 000 scans du cerveau et il a trouvé la corrélation directe entre le poids physique et la taille du cerveau. Il a trouvé que, en fait, plus le poids monte, donc plus on est obèse, plus la taille du cerveau il diminue physiquement. Physiquement, il y a vraiment les cellules du cerveau qui meurent. Donc, donc ça c'est la science, tu vois, où maintenant, mon but est d'enseigner ou d'entraîner ou mentorer les parents et les enseignants, surtout parce qu'aujourd'hui, on a plus en plus les enfants avec le trouble d'attention. ouais. Et ça, il faut dire que juste la projection
ou ce qu'ils font malheureusement beaucoup des parents, de mettre les enfants à l'âge j'ai vu la dernière fois, 6 mois vraiment encore dans la poussette, devant un écran. On tue, on stoppe activement, et ça a été prouvé, hein, c'est vraiment pas quelque chose que je dis maintenant, je raconte, ce sont vraiment les études. Mhm. On arrête l'apprentissage naturel de notre cerveau. Donc, on stoppe chez un enfant un apprentissage, on développe l'addiction. Comment se crée justement ce trouble d'attention, le trouble de mémoire, le trouble de concentration? Et tout ça seulement en exposant les enfants aux écrans. Et donc, quand je parle le façonnement du cerveau, l'expérience, c'est aussi ça. Chaque fois, on peut pas ne pas faire les expériences, si tu veux. Tout ce qu'on fait façonne notre cerveau Bien sûr. d'une manière ou d'une autre, de bonne manière, mais aussi d'une mauvaise manière. Mhm. C'est hyper important ce que tu dis, Yana. Je me permets de rebondir là-dessus parce que tu sais, moi, je suis certes issu du monde médical conventionnel, mais j'ai aussi toujours une approche naturopathique de la santé. Et en naturopathie, il y a la notion de ce qu'on appelle le terrain, qui est en fait la conjonction entre la génétique et l'épigénétique. Et pendant très très longtemps, la médecine conventionnelle pensait qu'en dehors de la génétique, il n'y avait pas de changement possible. Or, effectivement, toutes les études récentes et moins récentes prouvent que l'épigénétique, qui est en fait l'ensemble des conditions de vie qu'on mène, ont un impact plus ou moins fort, non pas sur le profil génétique, mais sur l'expression ou la non-expression d'un ensemble de gènes. Donc effectivement, que les conditions de vie, nos expériences vécues, si elles sont traumatisantes, j'ai envie de te dire sur un cerveau identique, pour 2 cerveaux identiques, une expérience vécue, traumatisante et l'autre pas, il va y avoir, j'imagine, peut-être, arrête-moi si je me trompe, mais il y aura des conséquences qui seront radicalement différentes sur le cerveau, aussi bien en termes de connexion neuronale entre elles qu'ensuite en termes de capacité de plasticité ou éventuellement, de capacité adaptative. Oui, oui, effectivement, parce que le cerveau n'est pas façonné seulement par les expériences qu'on fait, comme ficeler les chaussures, faire la cuisine, faire du vélo, etc. Ou pas fait, justement, être posé sur un couch et regarder le Netflix, mais aussi par les pensées. Et encore une fois, Mmh. ça a été scientifiquement prouvé par les scans du cerveau. Même la manière dont tes pensées sont construites, il peut faire un récablage, les synapses différents dans ton cerveau et du coup, ton activité mentale sera aussi différente. Donc, tu as parlé de la traumatisme, donc une expérience traumatique, mais ça peut être aussi, tu vois, être harcelé à l'école ou écouter tous les jours à la maison de tes parents que ah ouais, t'es pas un bon garçon, t'es pas une bonne fille parce que tu dis pas bonjour, j'en sais rien. C'est juste un exemple. Mais l'écouter constamment, constamment, parce que comme on apprend notre cerveau, par la répétition. Et encore une fois, par la répétition des bonnes choses, mais aussi par la répétition des mauvaises choses. Et donc, ça va façonner nos pensées et du coup notre activité mentale. Et on sait que, et très peu de gens sont conscients de ça, que notre cerveau il est à la naissance de toute notre vie. Pas seulement comment on pense, mais aussi les décisions qu'on prend, les gens qu'on côtoie, les relations qu'on a, si on a l'argent ou si on n'a pas d'argent, tout ça, à la naissance de toute notre vie, de toute notre personnalité, comment nous sommes, comment nous agissons avec les autres, c'est le cerveau. Et Mmh. si on n'est pas conscient et si on ne prend pas le soin de notre cerveau, ben notre vie, on est malheureux, on est pauvre, on a les relations, on se dispute tout le temps, on est dépressif, on est anxieux,
on a aussi des problèmes physiques et cardiovasculaires. C'est un numéro un quand t'as pas assez de sommeil, mais je pense que tu le sais très bien, parce que le sommeil n'est pas juste pour se reposer ici. Et encore une fois, c'est très peu de gens qui le savent. Le sommeil, il est extrêmement important pour le cerveau parce que le cerveau, il se nettoie. Il se nettoie de tous les toxines qu'il accumule pendant toute la journée. Les toxines environnementales aussi, l'air qu'on respire, parce qu'il n'est pas sans toxines, hein, il ne faut pas rêver. Tout ça, ce qu'on mange, tout ça, ce qu'on touche par nos doigts, c'est, c'est inspiré dans notre système. Et du coup, le cerveau, pendant le sommeil, la chose primordiale et, numéro un est se nettoyer. Et si on n'a pas un sommeil assez profond et assez long, il ne peut pas faire ce job. Et du coup, on se réveille avec un cerveau intoxiné et on continue en fait ça. Et donc, désolée, je suis un peu entrée dans le sujet plus loin. Juste pour dire que tout ça, ce qu'on fait, tout ça, comment on pense, comment on se comporte, ça a un impact immédiat à notre cerveau et on est dans le cercle cet impact qu'on crée va encore créer un autre impact. Donc, voilà. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que on a la capacité aussi de reprendre la main sur les choses à partir du moment où on a fait cette prise de conscience et qu'on est accompagné de quelqu'un comme toi pour avoir justement, je dirais, les bons outils pour pouvoir actionner les bons leviers pour avoir finalement une capacité d'action qui soit décuplée. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, et j'ai trouvé ça très juste, et ça m'a beaucoup touché parce que c'est aussi un discours en santé alimentaire que j'essaie de faire passer et de faire comprendre. Il n'y a pas de fatalité. Tu as pris l'exemple du vieillissement. On considère qu'à partir de 50 ou 55 ans, il est normal que la vue baisse, qu'à partir de 60, on oublie ses clés de voiture dans la maison, etc., etc. Mais effectivement, c'est pas une fatalité. Oui. Euh, Maintenant qu'on a dit tout ça, euh, qu'est-ce que ça suppose, je dirais de façon concrète, en termes de réforme de sa vie au quotidien? Est-ce qu'il y a des exercices? Est-ce qu'il y a des protocoles? Est-ce qu'on suit, j'imagine, peut-être, là aussi, c'est imagé, mais une sorte de gymnastique du cerveau? Comment ça se passe? C'est ça, en fait, ce qui est génial, parce que c'est pas la fatalité, comme tu as dit, et il y a aussi pas mal de patients avec un Alzheimer. Quand ils commencent à faire ces exercices que j'enseigne, il y a des preuves que cette maladie, il arrête de progresser. Et on peut Mhm. vraiment aller, en fait, en retour. Mon mentor, et il a l'âge, maintenant, l'âge chronologique autour de 60 ans. Mais l'âge de son cerveau, il a 35. Donc, on peut aller même en arrière, on peut aller à son cerveau maintenant, à son état, il est mieux comme il avait 40 ans. Donc Ouais, on c'est peut, incroyable. oui, avec la santé du cerveau, on peut aller même en arrière. Notre cerveau peut être même moins âgé que Mhm. maintenant. Maintenant, je suis dans ma quarantaine, donc j'espère que dans 10 ans, mon cerveau, il va avoir beaucoup mieux que maintenant. Donc, effectivement, on peut faire plein de choses. Tu as mentionné le brain gym. Oui, il y a des exercices pour entraîner le cerveau. On le connaît tout. Tu peux jongler. Par exemple, je jongle à la maison. Tu peux prendre la cube du Rubik. Le sport du racket, il est excellent. C'est le sport numéro un pour vraiment entraîner ton cerveau. C'est le D'accord, ping-pong ou le tennis, le sport du racket ou la danse. d'accord. La nourriture, vraiment changer complètement la nourriture. Il y a certains aliments qu'il faut éviter et il y a certains aliments qu'il faut augmenter, comme l'avocat, par exemple, Mhm. les noisettes, l'huile d'olive, tout ce qui est vert, le brocoli. Je me suis acheté aujourd'hui, donc c'est dans ma tête. Euh, et des choses qu'il faut éviter, comme le sucre, surtout le sucre artificiel, comme le gluten, comme les produits laitiers, parce que tout ça, en fait,
Et ça, tu sais encore mieux que moi. Euh, Non, mais c'est important de le redire parce que même si on l'a déjà dit plusieurs dizaines de fois ici, c'est toujours important de marteler ce message pour que les gens le comprennent, même si on a l'impression de faire un peu de l'éducation de répétition, mais c'est pas grave. Comme tu l'as dit, le cerveau implémente quand on répète. Donc, c'est je ça. pense il faut être patient et se dire que c'est en répétant qu'on arrive à faire passer le message. Donc, c'est important de le dire. Oui, oui, bien sûr, Parce je que, t'ai encore une fois, interrompu. très peu de gens ils le savent, le système digestif, on dit notre second cerveau. Hein. Mhm, C'est pas pour, c'est dit pour rien parce que dans notre système digestif, il y a les neurotransmetteurs qui sont faits. Donc, le dopamine qui relâche notre cerveau, c'est l'hormone du bonheur, de joie, il est fait dans notre intestin. Donc, mhm, si on ne s'occupe pas de notre intestin, c'est juste et logique que notre cerveau ne peut pas fonctionner au mieux. Donc, ces deux, ils sont liés extrêmement. Il faut faire bien attention à la. Si je prends la base, ben, buvez de l'eau, de bonne qualité de l'eau, mais il faut boire autour entre 2 et 3 litres par jour d'eau. Donc, très peu de gens, encore une fois, le font et ce sont les bases. Et après, bien sûr, j'ai le programme spécifique, surtout pour le père de mémoire, qui je vais lancer, je pense, autour de mars ou avril cette année. Et encore une fois, un autre programme pour les parents et les enfants avec et il y a encore des programmes spécifiques où je vais vraiment regarder, faire un bilan de ton cerveau et voir en fait quelle partie de ton cerveau est impactée le plus. Et là, on va cibler aussi avec, je vais recommander les suppléments alimentaires qui peuvent, comme la ashwagandha, vitamine D, le mhm. oméga 3, le magnésium, les choses comme ça. Et je suis très contente et très heureuse qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, et qui Mhm. cherchent. Mais encore une fois, il faut faire attention à la qualité et pas prendre tout et n'importe quoi. Bien sûr, bien sûr, Mhm. bien sûr. Je profite pour une fois de plus rebondir sur ce que tu dis. Une petite info que tu connais sans doute, mais je te la donne. Tu sais que je suis aussi, j'organise des stages de jeûne, hein, je suis conducteur de jeûne. Et en fait, dans la pratique du jeûne, le jeûne a été beaucoup étudié, notamment sous sa forme de jeûne intermittent et de son implication dans la longévité. Je pense par exemple aux travaux de Walter Longo aux États-Unis. Mais il a été montré qu'au niveau cérébral, en fait, la pratique du jeûne régulière, y compris le jeûne hydrique, je dirais sur une période assez étendue, pas seulement le jeûne intermittent, favorise et multiplie les taux de BDNF. Alors, tu excuseras, mon anglais, il est moins bon que le tien. Donc, le BDNF, c'est l'acronyme du Brain Derivated Neurotrophic Factor, donc le facteur neurotrophique issu du cerveau. Et en fait, c'est un neurotransmetteur qui va être en capacité de recréer des espèces de nouvelles autoroutes de l'information, de générer des connexions synaptiques nouvelles ou de venir réparer des connexions qui étaient lésées. Et on peut supposer aussi que le jeûne puisse être indiqué, évidemment, dans un contexte très cadré, comme une des indications dans un outil supplémentaire de soutien et de suivi, notamment des personnes qui sont atteintes de troubles neurodégénératifs comme Alzheimer ou Parkinson. Voilà, c'était une petite Non, c'est génial. Et incise. puis, t'as tout à fait raison. Moi, je fais comment, j'ai oublié ce mot, mais tu l'as dit, c'est genre intérim ou Jeûne intermittent, oui. intermittent. Mhm. Donc, c'est très recommandé justement de faire au minimum 12 heures par jour. Mhm. Le 16 heures, c'est le meilleur. Moi, je fais 3 fois par semaine le 16 heures, sinon les 12 heures. Et pourquoi? Parce que, encore une fois, si on mange trop tard ou très tôt, notre cerveau, il a besoin, en fait, de faire travailler l'intestin et tout ce processus digestif. Et il ne peut pas faire le travail lui-même pour lui-même, encore ce détoxification, ce, Bien sûr. net- ce nettoiement. Donc, le jeûne intérim, je disais, Intermittent. Intermittent. intermittent,
Un permis de merci. Il est très, très important. Donc, merci pour cette information encore une fois. Oui, il est très, très Ouais. important à recommander. Oui. Donc, tu as un peu fait l'inventaire de ce qu'on pouvait faire et de finalement à qui s'adressent ces techniques-là. J'ai envie de te dire à tout le monde dans l'absolu, parce qu'on peut agir aussi bien dans la sphère préventive que curative. Mais tu m'as dit en off que tu travaillais surtout beaucoup avec des enfants. Alors, ma spécificité est plutôt avec les parents et les enseignants. Ah, Euh, d'accord. Alors, c'est qui moi qui après, avais qui compris que après tu étais justement vont plutôt centré. travailler. D'accord. Oui, c'est ça. Parce que il faut savoir que comment en fait on apprend, c'est avec les neurones qui s'appellent les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est que le cerveau reflète ce qu'il voit, ce qu'il entend, En fait, le cerveau reflète celui de leurs parents et de leurs Mhm. enfants. Donc, tu vois, si je donne un exemple, quand tu bailles, ou quand tu vois quelqu'un de bailler, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à bailler aussi. Oui, Tu vois, c'est vrai. quand tu as un enfant et tu fais un grand sourire à cet enfant et tu ouvres la bouche, qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il ouvre la bouche et il sourit. Donc, la croissance et le développement du cerveau des parents ou l'absence de croissance et du développement de ce cerveau ont un impact énorme, énorme sur le cerveau de l'enfant. Donc, lorsque les parents ils deviennent plus conscients et plus sains sur le plan émotionnel, sur le plan biologique, sur tous les plans autour du cerveau, leurs enfants en récoltent les fruits et évoluent aussi vers la santé, vers le bonheur, donc, je me concentre plutôt aux parents pour que eux ils puissent le transmettre aux enfants. Parce que, en tant qu'enseignante aussi, j'enseigne une chose à l'école, j'essaie de transmettre le mieux possible aux enfants, mais les enfants, ils sont la plupart du temps à la maison. Et si on fait les choses différemment, si on tire chacun à l'autre bout du corde, ben on n'arrive nulle part, si tu veux. Donc, si je travaille maintenant aussi, et je suis très heureuse qu'il y a des coachs, les thérapeutes, des thérapeutes et tout le monde qui travaille directement avec les enfants parce que c'est nécessaire. Et je dis qu'il faut changer aussi un peu l'environnement à la maison, la pensée, le conscient, le cerveau des parents pour que les parents ont cet impact sur les enfants. Oui, je crois que c'est fondamental ce que tu dis parce que euh, là aussi, on est dans une époque où je pense, je suis, je- tu me diras certainement mieux parce que toi, tu es enseignante, moi je le suis aussi, mais dans un contexte particulier. On a voulu déléguer à l'école le rôle d'enseignement, alors que normalement, le rôle qui lui est dévolu, c'est le rôle d'éducation. Oui, Et dans certaines cellules familiales, dans certaines familles, certains parents se sont finalement complètement détachés de ce rôle éducatif. C'est vrai que revenir à quelque chose d'essentiel, à savoir leur donner à la fois les clés de l'éducation et de la compréhension, ça me paraît fondamental. oui, effectivement. Il y a plus en plus de l'éducation ou des responsabilités des parents qui sont mis aux enseignants que vraiment l'enseignement des matières ou des branches. Il y a plus en plus, je le rencontre tous les jours. Oui. Oui. Donc, oui, donc je me concentre plutôt sur les parents et sur les enseignants. Et ma deuxième groupe, ce sont les gens, disons, 40 plus. Pourquoi 40 plus? Parce que j'en ai parlé déjà d'Alzheimer et de cette société qui trouve normal de la perte de mémoire à l'âge de 60 ans et qu'il y a plus en plus des cas de démence et d'Alzheimer qui se développent.
Mhm. dans notre société. Vraiment, comme il y a de plus en plus de cas des enfants de troubles d'attention, il y a de plus en plus de cas de démence et d'Alzheimer. Et les premières signes au niveau du cerveau, pas les signes, les symptômes qu'on puisse voir dans le comportement, mais vraiment les signes biologiques, physiologiques, commencent à l'âge de 40 ans. Donc, c'est pour ça pourquoi je dis 40 et plus, parce que je veux justement empêcher que ces gens vont arriver à l'âge de 60 ans avec une perte de mémoire, perte de concentration, perte de la vie, de la personnalité. Et on peut commencer maintenant ou au plus tard à 40 ans pour faire quelque chose pour que ça n'arrive pas, justement. Alors, est-ce que ça voudrait dire, si je pousse la logique à l'extrême, est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait idéalement qu'on fasse tous un scanner cérébral à titre préventif après 40 ans? Alors, ça, je dis avec grand plaisir toujours, chez des femmes, on fait la mammographie à 40 ans Mhm. pour éviter, en fait, savoir si on a le cancer de sein et ça. Et si on pouvait faire le scan du cerveau à l'âge de 40 ans pour éviter, et je parle maintenant économiquement, que le gouvernement il évite les coûts pour tous les stationnements, les médicaments, le soin des gens qui atteignent l'Alzheimer, démence, etc. Je dirais que oui, si on pousse vraiment Mhm. à l'extrême, je dis, faisons comme avec la mammographie. Ouais, oui, ouais, mais je pense que la C'est logique elle est une bonne et prévention, ouais, tout à une fait. prévention. D'accord. Parce que encore une fois, comme j'ai dit, tous les problèmes cardiovasculaires, et c'est encore, selon mes dernières connaissances, je pense, c'est la quatrième sur le rang, c'est la quatrième mort le plus souvent, l'attaque cardiaque. Mhm. Et encore une fois, si on savait, si on regarde le cerveau, comment il va, on peut éviter ça. D'accord. Ok. C'est passionnant, Yana. On est arrivé au terme de cet entretien. Je te remercie beaucoup. Comment est-ce que on peut te contacter? Tu as un site internet, dis-nous en plus, parce que évidemment, cet entretien, c'était juste un préambule. Je pense que vous l'aurez compris. Euh, tout, tout un monde, j'ai envie de dire, à explorer. J'espère que ça vous aura donné l'envie d'en savoir plus. Où est-ce qu'on peut te contacter, Yana? Dis-nous. Alors, j'ai un site internet, oui, qui s'appelle yanaanthony.com. Anthony sans H, sans vraiment comme vous l'entendez. J'ai un Facebook, Instagram, Yana Anthony Coach, Alors, de toute etc. façon, toutes tes coordonnées seront mises dans la description de la vidéo Exactement, YouTube, oui. n'est pas de problème. Mais voilà. Je te remercie énormément, Yana, pour ton temps. C'était, je le redis, passionnant. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a encore donné envie d'aller plus loin et puis de peut-être d'explorer un petit peu plus de ce côté-là. En tout cas, probablement de rechercher aussi des partenaires à proximité de moi qui travaillent dans la même logique parce que l'idée, c'est de travailler en collaboration en mettant le patient au centre de nos intérêts et de nos pratiques pluridisciplinaires. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée à tous et à toutes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de lui laisser un petit commentaire pour augmenter sa visibilité et son référencement. Yana Anthony, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. À très vite et prends soin de toi. Bye bye. Merci Daniel. And I know someday